D'accord? Donc, je passe maintenant à comment quantifier ces taux disponibles dans le sol. Donc, on a répondu à la question de la disponibilité de l'eau dans le sol et on est passé à la deuxième question qui est comment quantifier ces taux disponibles dans le sol, c'est-à-dire كيفاش نعرفوا شحال عندنا ديال الماء في le sol. C'est ça quantifier كنحسبوا. Donc, il y a plusieurs paramètres qui nous permettent de quantifier ces taux disponibles dans l'eau. Premièrement, c'est la capacité maximale de rétention ou de saturation, la capacité au champ, le point de flétrissement permanent et la réserve étude, qui est la quantité d'eau disponible pour la plante. Donc, on va essayer de définir ces 4 paramètres. Donc, devant vous, un schéma. Donc, je donne l'exemple d'un pot où j'ai mis un sol. J'ai mis 3 trous, vous vous rappelez, 3 trous, et je vais remplir de l'eau. Lorsque je vais remplir de l'eau, jusqu'à ce que l'eau ruisselle et sort des trous en bas, donc c'est ce que j'appelle, c'est-à-dire que j'ai le total des espaces vides du sol où la porosité sont remplis. Donc c'est l'eau de gravité ou de saturation, c'est la capacité maximale de rétention. Donc cette eau, ce que j'ai rempli jusqu'à ruissellement, c'est ce qui est dans le sol. Donc, le maximum que peut retenir le sol. Donc, mais il y aura une eau libre qui va ruisseler. C'est ce que vous voyez là, les flèches. C'est l'eau qui va ruisseler sous l'effet de la gravité. Et puis, une fois que l'eau ne sort plus, ça fait, il y a la capacité de retention. Donc, في الأول عمرت بدا تيخرج كنهز السطل ديالي وكنحطو. Une fois ما بقى كيخرج منه والو, donc je suis arrivée à la capacité de rétention en eau ou la capacité au champ. يعني هذيك هي la quantité d'eau qui est retenue par mon pot, par le sol. Ce qu'on appelle la capacité au champ ou la capacité de rétention. La capacité de rétention en eau ou la capacité au champ. Donc, هنا, ou utilisable par la plante ou la réserve utile. من هنا. Le point de flétrissement, شنو هو le point de flétrissement؟ يعني ما بقاتش la plante peut prélever. Entre le point de ressuyage, يعني منين ما بقاش كينزل الماء حتى la plante ne peut plus prélever, c'est ce qu'on appelle la réserve utile en eau, c'est ce que la plante peut prélever. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle peut prélever, la plante? Donc là, vous avez sur le schéma, il y a des granules, la matrice, vous avez radicelle, une petite racine, et vous avez l'eau. Donc, la plante, il va prélever l'eau qui est retenue par des forces qui sont faibles. Donc, retenue sous forme de film assez épais autour des particules terreuses ou dans des fins capillaires. Cette eau est facilement absorbée par les racines jusqu'au point de flétrissement. Le point de flétrissement, ça fait que هذا الماء اش تتبقى une eau qui est inutilisable par la plante. واحد شويه ديال الماء film لاصق على هذه les particules qui est retenue sous forme de film très mince autour des particules terreuses. Cette eau, elle est trop énergétiquement retenue et ne peut être par la plante. Donc là, que la plante ne peut plus absorber, donc elle va flétrir, donc c'est la mort. Donc là, il y a la situation où on a un stress hydrique, c'est-à-dire un mont. Ça, c'est une situation favorable. La plante peut prélever. Donc, j'ai une eau disponible, j'ai une capacité au champ, c'est ça. Il y a le volume d'eau qui est retenu par le champ. Donc, la plante, il va prélever jusqu'au point de flétrissement. Le point de flétrissement, la plante ne peut plus prélever. L'eau ne se déplace plus, mais le sol, la racine. Le potentiel hydrique du sol est égal au potentiel hydrique de la racine. Là, c'est le potentiel hydrique du sol, il est supérieur au potentiel hydrique de la cellule, donc la plante peut prélever. C'est l'eau qui est disponible, ce qu'on appelle la réserve utile, alors que cette eau, elle est non disponible. Et vous voyez qu'elle est dépendante de la composition du sol. Un sol sableux, normal, l'eau retenue est très faible par rapport à l'argile, par rapport à un limon argileux sableux, etc. Donc, en allant du sable à l'argile, la teneur en eau retenue dans le sol, elle est beaucoup plus importante.
OK? Donc ça détermine la pression qui retient l'eau dans le sol. Est-ce que vous avez compris ces notions, d'abord? Et à comment calculer la réserve utile? Réveillez-vous. Vous êtes là? Répondez-moi par micro. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame, on est là. Donc, et vous avez suivi ces définitions. Vous voulez que je reprenne? Est-ce que vous avez compris? Je reprenne ou pas? Est-ce que je reprends? Est-ce que vous avez compris? غنقول علامات السكوت الرضا ولا علامات السكوت انكم ما فهمتوش؟ non. Eh bien, Hafsa. Donc, Hafsa, elle me demande de reprendre. Répétez cette partie, madame. OK. Donc, OK, je vais reprendre. Je vais reprendre. Donc, j'ai dit qu'on a défini les forces qui retiennent l'eau dans le sol, les forces qui retiennent l'eau dans la cellule, dans la racine. Là, au niveau du sol, il faut quantifier cette eau. Un agriculteur qui vient pour planter des arbres ou pour semer n'importe quelle culture, il doit savoir son sol, il va retenir combien d'eau. Donc, pour quantifier, pour savoir combien d'eau est retenue dans le sol, il y a des paramètres. C'est des paramètres qui ont été établis par des pédologues. C'est des notions qui sont universelles. Lorsque je vais parler de la capacité maximale de rétention, tous les scientifiques qui travaillent dans le domaine, ils vont savoir de quoi je parle. Une capacité au champ, un point de flétrissement. Donc, et qu'est-ce que c'est qu'une réserve utile? Donc, ces quatre paramètres, on va essayer de les déterminer, de les définir. يعني نعطيو الشرح ديالهم في هذا le schéma. Donc, l'exemple que je vous ai donné, باش تفهموه, هو سطل un pot où j'ai mis du sol et que je vais remplir avec de l'eau. Donc, je prends un sol, je vais prendre مثلا 10 litres, ou là, je vais prendre 20 litres d'eau et je vais mettre ces 20 litres dans le sol. Mon pot, il est troué en bas. Fait trop من التحت. Donc, je mets l'eau et je vais mettre l'eau, continuer à mettre l'eau jusqu'à ce que l'eau sort d'en bas, من هذوك les trous. Donc, ملي كيبدا الماء يخرج من التحت, donc j'ai rempli la totalité des espaces vides du sol ou les porosités. Donc, je suis à cette capacité maximale de rétention ou de saturation. Donc, je vais dire que j'ai saturé. J'appelle ça l'eau de gravité ou de saturation. Par exemple, j'ai mis 20 litres. Toutes les 20 litres, je les ai mis avant que l'eau ne commence à sortir. Donc, une fois que, ça y est, l'eau ne sort plus, donc je vais dire que je suis au niveau de la capacité de rétention en eau ou la capacité au champ. Donc, si, par exemple, et donc je dois bien sûr mesurer combien d'eau j'ai retenu. Si j'ai mis 20 litres et j'ai récupéré 5 litres, donc 15 litres est resté dans le sol. Je vais dire que mon sol, il est capable de retenir 15 litres. Ces 15 litres, c'est l'eau, normalement, utilisable par la plante. Donc, on va dire, est-ce que c'est toute l'eau qui est utilisable ou il y aura une partie qui va rester, bien sûr, comme eau inutilisable par plante. Mais c'est la capacité au champ, c'est le maximum d'eau qui sera retenue. Donc, ce sol que j'ai dans le pot est capable de retenir 15 litres. Donc, j'ai quantifié cette eau qui est disponible dans l'eau. Donc, la plante va commencer à prélever, à utiliser cette eau. Donc, elle va utiliser l'eau qui n'est pas retenue, comme on l'a dit, par des forces qui sont covalentes, fortes. Donc, tout ce qui est autour des particules, mais qui ne sont pas liées fortement, elle va commencer à les prélever, à les prélever. Donc, les forces colloïdales, les forces de capillarité, etc. Il va vaincre ces forces, il va prélever. Jusqu'à un point où il n'y a plus d'eau dans ces porosités, il n'y a qu'une mince couche d'eau autour des particules. Cette eau, elle n'est pas utilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette eau
qui est autour de ces granules, il est lié avec des forces fortes covalentes. L'eau ne peut plus prélever. Une fois que la plante ne peut plus prélever l'eau, une fois que la plante ne peut plus prélever de l'eau, on est arrivé au point de flétrissement. Et entre le point de ressuyage et le point de flétrissement, c'est ce que j'appelle l'eau utilisable par la plante ou la réserve utile. Là, j'ai une eau inutilisable par la plante. Comment je peux quantifier? Donc là, j'ai pesé. Le sol, je l'ai pesé sans l'eau. On va dire que j'ai 30 kilos ou 30 kilos du sol. Dans ces 30 kilos, j'ai mis 20 litres. Uniquement 15 litres est resté. OK? Je vais peser mon sol et je vais voir. Donc, j'ai par exemple 30 kilos plus, je ne sais pas combien ça va me donner. Donc, lorsque j'ai les 20 litres, j'ai par exemple 10 kilos qui s'ajoutent, on va dire ça. Et donc, j'ai 40 kilos. Et par la suite, je vais peser une fois que la plante ne prélève plus. Donc, la plante commence à flétrir. Une fois que la plante commence à flétrir, ça veut dire qu'il ne va plus prélever l'eau. Je vais peser et je vais faire la différence. Je vais trouver quelle est l'eau qui est non utilisable par la plante. Ça, c'est une méthode traditionnelle. Mais il y a une méthode qui a été faite par des chercheurs pour déterminer cette réserve utile. Je peux déterminer exactement combien d'eau peut être utilisée par ma plante grâce à un triangle. C'est ça. Donc là, je reprends la capacité au champ, c'est le maximum d'eau retenue par le sol. Là, l'eau disponible. Le point de flétrissement, c'est le point où l'eau ne peut plus se déplacer du sol vers la plante. C'est-à-dire que le potentiel hydrique du sol est égal au potentiel hydrique de la racine. Et donc, cette eau, elle n'est plus disponible. Donc, j'ai dit que pour calculer la réserve utile, c'est-à-dire la quantité d'eau utilisable par la plante, les pédologues ont utilisé triangle et ils ont dit que, par exemple, si je prends l'exemple là, j'ai un sol où j'ai 28% d'argile, j'ai 55% de limon et j'ai 17% du sable, elle va retenir 1,80 mm par centimètre de terre fine d'eau. 1,80 mm par centimètre de terre fine. Et donc, dans un sol, dans un champ, par exemple, de 1 hectare, avec un sol bien déterminé, on va pouvoir déterminer. Donc, on aura un exercice sur ça dans le TD. Comment on va calculer cette réserve utile. D'accord? Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est au fait de ça. Il y a la capacité au champ, le point de flétrissement, il y a la réserve utile en eau, et que grâce, donc il y a plusieurs façons de calculer. Je vous ai donné une façon traditionnelle en pesant les pots, on peut calculer la capacité au champ, on peut calculer l'eau qui reste, etc. Mais là, les pédologues, ils ont mis une équation pour calculer cette réserve utile en eau. Donc, on aura un TD sur ça, sur le potentiel hydrique. Je vais vous donner des exercices et je vous demanderai bien sûr, sur les TD, il y a les exercices. Je vous demanderai de faire ces exercices et on passera à la correction une fois qu'on a terminé le chapitre 1. D'accord? Donc là, on a vu les types d'eau dans le sol, les forces qui retiennent l'eau dans le sol. On a vu dans quelles conditions l'eau peut passer le sol, la racine. Là, on va passer à comment l'eau passe-t-elle du sol ou de l'atmosphère dans les différents organes de la plante. De quelle façon? Donc, l'eau atmosphérique, elle est absorbée par les feuilles, normal. L'eau du sol est absorbée par le système racinaire d'une plante. D'abord, par où il va passer? Soit par les feuilles, si on parle de l'eau atmosphérique, ou là, par la racine, si on parle de l'eau du sol. Donc, principalement, on a dit que principalement l'eau absorbée, il est d'origine pédologique du sol. Donc, la racine, c'est l'organe d'absorption.
Et principalement, le poil absorbant, c'est la zone principale d'absorption de l'eau. Donc là, je rappelle, une racine, elle est constituée d'une pointe racinaire où on a l'apex, donc le méristème apical qui permet la croissance de la racine. Donc c'est une zone de division. On a une zone d'élongation et on a une zone de maturité, de maturation, où on a des poils absorbants. Et c'est au niveau de cette zone de maturation où se fait l'absorption de l'eau grâce à ces poils absorbants. Donc, il y a une expérience qui a été faite par un chercheur, Rosen, qui a pris des tubes à essai et il a mis une plante et dans ce tube à essai, il a mis de l'huile et de l'eau. Bien sûr, l'huile et l'eau ne sont pas miscibles. L'huile est moins dense, il va être en haut et l'eau elle est plus dense, elle va être en bas. Donc, une fois il a mis la plante, mais il a mis les poils absorbants au niveau de la partie où il y a de l'eau. Donc, la plante, elle absorbe, elle se porte bien. Et il a mis les poils absorbants dans l'huile. La plante n'arrive pas à absorber l'eau, même s'il est là, même si sa coiffe, elle est dans l'eau, elle n'absorbe pas. Donc, elle flétrit. Là, il a mis la coiffe au niveau de la partie où il y a de l'huile et la partie de maturation, la zone de maturation là où il y a les poils absorbants, au niveau de l'eau, elle continue et elle a fait l'inverse, elle a mis toute la partie où il y a les poils absorbants dans l'huile, la plante flétrit. Donc, c'était pour dire que la zone pélifère de la racine est une zone d'absorption intense. C'est une zone d'absorption intense. Ça ne veut pas dire que la plante n'absorbe pas de cette zone, mais c'est la zone où on a le maximum d'absorption. Mais il y a une question qui se pose, c'est que pour les plantes qui sont annuelles, les racines elles sont toujours non lignifiées et on a toujours des poils absorbants. Mais pour les plantes vivaces, les grands arbres, comment l'eau peut être absorbée? Donc, il est absorbé bien sûr par les racines qui se forment, les nouvelles racines, mais également par des associations. Donc, la racine va faire une association avec des champignons du sol. Donc, c'est ce qu'on appelle une association symbiotique racine-champignon du sol. On l'appelle mycorhize. Myco, champignon, rhize, c'est la racine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mycélium, il va permettre à la plante d'absorber l'eau et les sels minéraux, c'est-à-dire augmenter sa surface d'absorption. Et la plante, elle va donner ce qu'elle fait au mieux, ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire produire les sucres. Et il va donner les sucres au champignon qui est hétérotrophe. Là, c'est un schéma qui montre une plantule. Et là, c'est les champignons. Vous voyez, la racine, elle s'arrête là, alors qu'avec le mycélium, il y a une grande surface qui est exploitée. Est-ce que c'est clair, cette partie? Donc, toutes les zones peuvent absorber, mais la zone pélifère, cette zone de maturation, c'est la zone où on a le maximum d'absorption. Donc là, on va comparer entre des plantes de désert qui doivent drainer une eau rare ou une eau, ou une eau qui est très difficile, rare ou qui est manquante. Ils ont un appareil radiculaire qui est énorme par rapport à leur appareil aérien. Donc là, vous voyez l'appareil végétatif, l'appareil aérien, c'est-à-dire une hauteur qui est minime. Si on la compare avec le système racinaire, Imen, vous entendez maintenant Imen? La dernière partie, vous ne l'avez pas entendue. OK, la symbiose mycorhizienne. Donc, qu'est-ce que c'est que la symbiose mycorhizienne? Donc, la symbiose mycorhizienne, c'est une association entre le système racinaire d'une plante et le mycélium d'un champignon. En fait, pourquoi la plante il va faire cette symbiose? Parce que le système racinaire d'une plante qui est vivace, un grand arbre par exemple, là c'est l'exemple du chêne.
Ces racines, pour la plupart, ils sont lignifiées. Elles n'absorbent plus l'eau à partir de ces racines. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Elle va faire une association avec du mycélium. C'est comme vous voyez là. Là, c'est schématisé. Là, c'est une photo d'une plante mise entre deux plaques de verre et on a suivi la mycorhisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des ectomycorhizes. Là, vous voyez que le champignon, là, c'est le mycélium. Il va exploiter une surface très importante du sol. Pourquoi? Pour prélever l'eau et les sels minéraux et il va les donner à la plante. La plante, qu'est-ce qu'il va donner en contrepartie? Elle va donner des sucres aux champignons. Donc, c'est un échange réciproque. C'est pourquoi on parle d'une symbiose, donnant-donnant. Cette symbiose, on l'appelle mycorhize, myco-champignon, rhize, racine. Mais pour les plantes qui ont des racines qui ne sont pas lignifiées avec des poils absorbants, ils n'ont pas besoin de faire normalement cette symbiose. Là, j'ai comparé le système racinaire d'une plante qui vit dans le désert. Donc là, une plante qui vit dans un milieu aride où l'eau elle est très rare, il va développer un appareil radiculaire qui est très important pour essayer de chercher l'eau partout. Donc, elle va essayer de chercher l'eau. Donc, vous voyez, le système racinaire, il est très développé. Une plante, également exemple d'une plante qui a besoin de beaucoup d'eau pour former les fruits. La vigne. La vigne, il y a donc, l'aneb, elle est gorgée d'eau. Donc, elle a, le fruit, pour former les fruits, elle a besoin de beaucoup d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, elle va avoir deux types de systèmes racinaires. Donc parce qu'elle a besoin d'un climat chaud. Donc, et sec pour qu'il mûrisse. Un système radiculaire, donc superficiel, et un système profond pour les périodes de sécheresse. Donc là, lorsqu'il ne fait pas trop chaud, donc les racines superficielles, elles suffisent pour prélever l'eau. Est-ce que l'eau, il est là, mais la température, l'eau ne s'évapore pas. Mais la température élevée, une évaporation de cette eau qui est les couches supérieures du sol. Là, elle a besoin des racines profondes lorsqu'il fait très chaud, pour prélever l'eau les profondeurs. Donc, la plante, je l'ai dit, elle a une capacité de s'adapter à l'environnement. Au hadou, c'est un exemple d'adaptation des plantes pour puiser l'eau. Donc là, on va essayer, donc on a vu que l'eau, elle est prélevée à partir de racines, préférentiellement au niveau des poils absorbants, et on va voir comment elle passe, mais le poil absorbant, les vaisseaux conducteurs, parce que la finalité, c'est que la sève brute doit arriver au vaisseau pour qu'il soit distribué, donc prélevé, distribué. Donc là, on est au prélèvement et on va voir la distribution. Donc, prélever, donc l'entrée de l'eau dans la racine est le résultat d'un mécanisme passif, osmose, dû à la différence négative du potentiel hydrique entre le sol et le poil absorbant. On l'a dit, le sol, ce qu'on fait, le potentiel hydrique élevé par rapport au potentiel hydrique des cellules du poil absorbant, et l'eau passe, mais qui lâche de l'énergie. L'eau passe par un mécanisme passif. Le potentiel hydrique, il diminue en passant du poil absorbant à l'écorce, donc il n'y aura pas de problème. On passe, mais le potentiel hydrique le plus élevé, le potentiel hydrique le plus faible, c'est un transfert passif. Donc là, le poil absorbant, le parenchyme cortical, j'arrive, donc ça c'est l'écorce. Et ça, c'est normalement le cylindre central où il y aura le xylème et l'eau doit venir vers le xylème. OK. Au niveau de la paroi, on va assister à une chute du potentiel hydrique continu. Donc là, il existe une chute en passant le sol à l'atmosphère. Mais en arrivant là, on va voir qu'il y aura une inversion. D'abord, oui, je dois vous expliquer comment l'eau passe. Vous vous rappelez symplasme, apoplasme.
Donc là, le transport radial, هو ou le transport vertical, هو في الxylème. Donc, la voie transmembranaire, en traversant la membrane et la paroi cellulaire. La voie symplasme. Les substances passent donc d'une cellule à l'autre en empruntant les plasmodesmes. Et la voie de l'apoplasme, l'ensemble des parois cellulaires du liquide interstitiel et des cellules mortes du xylème forment l'apoplasme. Donc, on va voir le schéma. Donc là, c'est un schéma simplifié des voies utilisées par l'eau pour se rendre des radicelles aux vaisseaux de xylème, donc les vaisseaux de bois. Donc, voie transcellulaire. Donc, il passe à travers toutes les cellules. Voie symplastique. Donc, on a dit que le symplasme, c'est le réseau formé par le cytoplasme des cellules adjacentes via les plasmodesmes. Donc, l'eau va pénétrer à l'intérieur. Il va passer via les plasmodesmes d'une cellule à une autre. OK? Et il y a la voie apoplastique, c'est ça, c'est que l'eau ne va pas pénétrer, il va rester au niveau de l'apoplasme. Donc, pour passer du poil absorbant jusqu'à arriver à la stèle ou le cylindre central, l'eau va utiliser les trois voies sans problème, c'est un transport passif. Là, pour entrer dans la stèle, elle doit d'abord franchir l'endoderme. Donc, l'endoderme, c'est un tissu qui est normalement, il a des parois qui sont normalement très épaisses et qui sont normalement imprégnées par la subérine. La subérine, donc constituée de cire, la cire ou la subérine, c'est des molécules lipidiques, donc qui ne permettent pas à l'eau de passer normalement par voie apoplastique. Donc, la voie symplastique. Yani, ils doivent chercher là où il y a les plasmodesmes pour traverser. Donc, pour entrer dans la stèle, elles doivent d'abord franchir l'endoderme par la voie du symplasme, car la bande de Gaspari est constituée de cire, les empêchant de traverser. Okay? Et puis, elles vont venir pour atteindre le xylème. Donc, je reprends cette partie. Donc, le potentiel hydrique, il diminue en passant du potentiel, en passant du poil absorbant au cortex. Donc, c'est un transport passif par osmose, il n'y a pas de problème. Ils utilisent, donc pour le transport radial, on a trois voies, transmembranaire, symplasmique et apoplasmique. Donc, qu'est-ce que c'est que symplasmique? Ça veut dire, c'est le réseau du symplasme. Il passe du cytoplasme à un cytoplasme à un cytoplasme via les plasmodesmes. L'apoplasme, c'est au niveau, la voie apoplastique, c'est au niveau de l'apoplasme, il est extracellulaire. Et transcellulaire, il passe à travers les parois, etc., sans problème. Donc, ça, c'est au niveau du cortex. Mais au niveau en voulant passer au xylème, là, elle est confrontée à un tissu dont les parois sont imprégnées de cire. Fihom la subérine. La subérine, c'est des molécules lipidiques qui ne permettent pas l'eau de passer. Donc, même par la voie apoplastique, ni par la voie transcellulaire. Donc, il y a une seule voie, il y a la voie symplasmique. Donc, ils vont chercher les perforations pour passer. Donc, une fois ils ont passé cette barrière, ça y est, ils sont au niveau de cylindre central et ils vont être transportés verticalement via le xylème qui est le principal tissu conducteur de l'eau chez les plantes. Donc, il est constitué de quoi ce xylème? Il est constitué des cellules allongées, à parois très épaisses et lignifiées, mortes et vidées donc, de leur contenu. C'est comme des tuyaux rigides. بحال التيوات الصفرين. عرفتوا دوك التيوات الصفرين اللي كانوا كيدوزوا فيهم الماء وتيدوزوا فيهم السلوكه ديال الضوء. سي سا فيت. هما هادو قاصحين وخاويين من الداخل. Formant une colonne d'eau ininterrompue. Donc, خصهم يكونوا خاويين وخصهم يكونوا قاصحين pour permettre à l'eau de monter et de résister à la force de gravité. Donc là, vous voyez
les différentes constituants de xylème. On a des éléments des vaisseaux A, B, C et on a les trachéides. Donc, ils sont tous des cellules mortes, vides et trouées. On a des perforations, on a des ponctuations. Donc, là, l'eau et les ions, donc sève brute, sont dorénavant dans les vaisseaux de xylème. Donc, on a d'abord le xylème. Donc, la sève brute est véhiculée depuis les racines vers les parties aériennes. Donc, il y a un problème. Les parties aériennes sont souvent situées à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc là, je parle pour les arbres. Donc, la question qui se pose, c'est par quels moyens les végétaux peuvent-ils véhiculer la sève aussi haut et contre la gravité? D'accord? On va essayer de répondre à cette question. Donc, il y a 3 phénomènes qui agissent de concert et permettent le transport vertical de la sève. Donc, il y a la poussée racinaire, il y a la capillarité, il y a l'évapotranspiration. Et donc là, vous voyez que j'ai écrit ces 3 phénomènes par des caractères, des polices. هذه la plus importante, plus grande, هذه moyennement, ou هذه très faible. Très petite taille, une taille moyenne, une taille importante. Là, c'est pour signaler l'importance des 3 phénomènes par rapport les uns aux autres. Donc, on va expliquer une par une. Qu'est-ce que c'est que la poussée radiculaire? Qu'est-ce que c'est que la capillarité? Et qu'est-ce que c'est que l'évapotranspiration? D'accord? Donc, le transport radial, on l'a vu. Transport radial, le liquide le poil absorbant jusqu'à arriver le xylème. On a vu les voies utilisées et que c'est passif. Puisque le potentiel hydrique, on a une chute du potentiel hydrique. Là, on va voir le transport vertical. Il y a 3 phénomènes, une poussée radiculaire. Il y a l'eau, elle est poussée par la racine. On va comprendre la poussée radiculaire. Et on a dit la capillarité et puis l'évapotranspiration. Donc, on a une accumulation de minéraux dans la stèle. La stèle, il y a le vaisseau. Donc, si j'ai une accumulation de minéraux, ça veut dire que j'ai la concentration en soluté, il augmente. Il y a C. Donc, j'ai moins RTC. Il a C. Donc, le potentiel osmotique, je suis toujours dans la cellule. Le potentiel hydrique, il est égal au potentiel osmotique plus le potentiel de pression. Si j'ai la concentration augmente, les sels minéraux, l'accumulation des minéraux dans la stèle, donc j'ai C qui augmente, donc j'ai le potentiel osmotique qui diminue, donc le potentiel hydrique va diminuer. Donc, le potentiel hydrique va diminuer, ça va permettre à l'eau d'arriver à la stèle. Donc, l'eau va pénétrer dans la stèle, ce qui augmente la pression. Donc, donc, une pression. Et ça va provoquer l'ascension. Donc, comment ils ont fait pour mesurer, bien sûr, cette poussée racinaire ou radiculaire? Un manomètre élémentaire permettant de mesurer la poussée racinaire. Donc, ils ont coupé, donc là, au niveau de la tige, ils ont mis une tige, un capillaire en verre où il y a du mercure. Donc, on peut mesurer la poussée racinaire en mesurant la hauteur atteinte par le mercure. Donc, مثلا كان هنا غادي يعاود يزيد يطلع هنا غيعاود يزيد يطلع هنا, ça nous montre qu'il y a une poussée racinaire. Donc, la pression mesurée est égale à 1 bar chez une. Donc, c'est les espèces. La vigne, le bouleau, le marronnier, l'érable. Vous voyez, ça peut atteindre 9 bars.